messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, c'était le 24 juillet 2014. 116 personnes décédaient dans le crash du vol AH-57 d'Air Algérie. Parmi elles, de nombreux Burkinabés dont les familles attendent toujours les résultats de l'enquête en cours. En mémoire des victimes, une stèle a été érigée à Ouagadougou. Leur enquête a abouti à l'arrestation d'un gang de présumés braqueurs impliqués dans le meurtre d'un assistant de police. Ces présumés coupables sont tous des repris de justice et opéraient depuis des années dans la ville de Ouagadougou. Dans l'actualité également, la conférence internationale sur le sida, 22e du genre, qui se tient à Amsterdam, aux Pays-Bas. 15 000 personnes de tous bords font le point sur la lutte contre l'épidémie. En ligne de mire, la discrimination dont sont victimes les malades du sida. Bienvenue à tous et toutes nos excuses pour le retard constaté au démarrage de cette édition. Un douloureux anniversaire commémoré ce 24 juillet 2018 en mémoire des victimes du vol AH-57 d'Air Algérie. Une stèle a été inaugurée ce jour à Ouagadougou. Elle est entourée de 17 drapeaux de pays dont sont originaires les 116 victimes de ce crash et porte le nom de chacune d'entre elles. Un moment plein d'émotions que nous rapportent Adama Guiti et Aboubakar Sayon. 4 ans jour pour jour après le crash du vol AH-57 d'Air Algérie, le président du Faso dévoile la stèle érigée en mémoire des 116 victimes. Le moment est solennel, appellation des noms des victimes, dépôt de gerbes de fleurs par le président du Faso et les proches des victimes et recueillement, accompagné de la sonnerie aux morts et de l'hymne national. Un moment d'intense émotion pour les familles des victimes. Depuis des mois, nous apprenons à vivre leur absence. Ils partaient ou revenaient de vacances ou de missions. Ils étaient de pays divers. Ils étaient jeunes ou moins jeunes. Ils étaient même enfants. Ils étaient tous ensemble. Ils sont partis ensemble. Aujourd'hui, nous pensons tout particulièrement à eux. Chaque année, nous viendrons tout près d'eux. À cette date, nous nous rapprocherons d'eux. Et toujours, ils seront là. Toujours dans nos âmes, dans nos cœurs. Les familles espèrent que le volet pénal sera traité avec diligence pour que les responsabilités soient enfin situées. Par ailleurs, elles prennent acte du processus d'indemnisation en cours et marquent leur déception 4 ans après la survenue de ce drame. Principalement, les familles burkinabées qui ne se sont toujours pas rentrées en possession de leurs droits. La stèle est composée, entre autres, des drapeaux des 17 nations touchées par le drame, d'une colombe, symbole de paix, et d'un mur-écran symbolisant un livre saint dans lequel sont gravés en lettres d'or les noms des victimes. Si les restes de nos disparus reposent auprès des siens, ce modeste monument est construit dans le but d'abord de perpétuer leur mémoire, de conserver d'eux un souvenir tangible, d'imposer à la postérité les valeurs que chacun d'eux a incarnées. Et tout cela en guise d'hommage posthume et en témoignage de notre amour. Le monument est érigé dans un rond-point de la cité Anne II, à côté de l'aéroport international de Ouagadougou. Et pour apaiser les peines et les douleurs à cette cérémonie, Belinda Wilton a fait pleurer sa harpe avec cette mélodie « Laissons-les s'envoler ». Voilà donc la suite de ce journal avec cette question qui divise certes, mais elle mérite d'être posée. La capture du dividende démographique fait l'objet d'un forum régional réunissant des religieux et coutumiers venant d'Afrique de l'Ouest et du Tchad. La démarche est claire, partir de la tradition et des livres saints pour trouver un juste milieu sur la question. L'ouverture des travaux en images avec Roger Cam sur un commentaire de Frédéric Etienne Bassenga.
Roch-Marc Christian Kaboré fait champion du dividende démographique. Il est investi par les religieux et coutumiers de l'Afrique de l'Ouest francophone et du Tchad, réunis à Ouagadougou dans le cadre d'un forum. Le présent forum, qui réunit plus de 100 personnes, 100 participants, dont 50 venus de 10 pays d'Afrique, doit se pencher sur la contribution des leaders religieux et coutumiers à la capture du dividende démographique. Durant 2 jours, nous révisiterons nos traditions et nos livres saints pour dégager un plan d'action par pays afin d'apporter une contribution significative à la capture du dividende démographique. Cela avec la conviction que notre population en majorité jeune constitue une opportunité et non un obstacle au développement. Roch-Marc Christian Kaboré a la même conviction. Le président du Faso félicite l'initiative et appelle les uns et les autres à mettre la main à la pâte. Pour lui, ce n'est qu'à ce prix que les gouvernements pourront effectivement capter ce dividende démographique. La transition démographique en cours, dont nous devons tous capter le dividende, ne saurait se faire par l'action des seuls gouvernants. L'accompagnement de tous, en l'occurrence des leaders religieux et traditionnels, est indispensable. C'est pourquoi, tout en appréciant votre engagement dans ce combat que nous menons ensemble et que nous devons gagner ensemble, je tiens à redire mes félicitations et mes encouragements pour une forte implication de toutes les composantes de nos nations dans cette entreprise qui a des implications politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses. Votre engagement aux côtés de nos gouvernants respectifs me donne l'espoir que l'Afrique sera au rendez-vous de la réalisation de la transition démographique si porteuse de paix, de progrès et de cohésion sociale. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, aucune nation ne peut se développer en ignorant ses sources, ses racines. C'est pourquoi notre culture doit être le socle de notre développement. Le président du Faso appelle également les religieux et les coutumiers à poursuivre leurs efforts et à prendre en compte d'autres problématiques qui s'opposent aux sociétés, notamment l'incivisme, l'extrémisme et toutes les autres formes de violence. Et puis cette information en bref avant de poursuivre, la brigade de poste de gendarmerie de Matiakwali dans la région de l'Est a été attaquée hier par des individus non identifiés. L'attaque qui a débuté aux environs de 19h a donné lieu à des échanges de tirs nourris. Le bilan fait état d'un gendarme blessé et des dégâts matériels. Les assaillants, eux, ont été repoussés et ont pris la fuite. La suite de ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mardi. Le gouvernement adopte dans la foulée un décret portant libéralisation de la production de l'électricité. Le Conseil s'est aussi penché sur les accords signés avec leurs partenaires sociaux du ministère de la Santé. Une journée nationale de l'arbre sera aussi commémorée à partir de 2019 au Lopoda. La libéralisation de la production de l'électricité au Burkina Faso sera bientôt une réalité. Le gouvernement vient d'adopter un décret portant statut de la Société nationale burkinabé d'électricité en vue de se conformer aux réformes de l'OADA et à la loi 014-2017 portant réglementation du secteur de l'énergie. Des dispositions qui ôtent à la Sonabel le monopole de la production de l'énergie au Burkina Faso. Jusqu'à l'adoption de la loi, c'était la Sonabel seule qui produisait et qui distribuait. Maintenant, nous aurons, soit par le cas donc, de BOT, soit d'IPP, des acteurs donc, qui vont pouvoir produire de l'électricité, vendre cette électricité-là à la Sonabel qui va ensuite donc redistribuer cette électricité-là. Les accords entre le gouvernement et les acteurs sociaux du ministère de la Santé verront bientôt leur mise en œuvre avec l'adoption en Conseil des ministres de ce jour de décrets relatifs au reclassement indiciaire et au régime indemnitaire applicable aux agents publics hospitaliers. Il y a une loi 057-2017 du 19 décembre 2017 qui définit donc, qui crée la fonction hospitalière. Nous avons eu ensuite des négociations les 11, 16, 19 et 31 janvier avec les différents partenaires sociaux du ministère de la Santé et des accords ont été signés. Et dans le cadre de ces accords-là, donc, il y avait l'obligation pour le gouvernement d'adopter ces deux décrets-là. C'est ce que nous avons fait. À partir de 2019, tous les premiers samedis du mois d'août,
seront consacrés à une journée dite nationale de l'arbre. Ainsi, en a décidé le gouvernement dans le but de développer des espaces de forêt protégés dans chacune des régions où sera commémoré le 11 décembre. Les sites où nous avons la commémoration du 11 décembre accueillent donc ces espaces que nous voulons protéger pour que chaque région ait de plus en plus des zones protégées avec des diversités qui soient biologiques, qui soient sauvegardées à l'intérieur. Le Conseil s'est aussi félicité des résultats du CAMES avec une mention spéciale faite à l'Université Nazi Boni qui a présenté 27 candidats et qui a fait 100%. Et justement, nous parlons du 7e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Direction pour ce faire Niangologo, une ville où l'intégration voulue sur le papier se vit au quotidien. Les populations attendent beaucoup de ce traité et proposent la réhabilitation de la voie ferrée. Reportage de Bilidou Bazongo et Moussa Sano. Niangologo, première ville burkinabé à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ici, presque toute la vie socio-économique est liée au trafic routier entre les deux pays, notamment la zone douanière. Ousseynou Diallo y est transitaire. Il n'imagine pas sa vie sans cette zone. Le travail nourrit son homme, sinon on allait le laisser. Parce que ça nourrit son homme que nous continuons à l'exercer. Sans cette gare, notre vie sera vraiment un peu dure parce que c'est ici que nous gagnons tout. Si jamais il n'y a pas cette gare, ça sera compliqué pour nous et pour la population de Niangologo. Même sentiment pour ce jeune commerçant de téléphone qui tire lui aussi sa pitance quotidienne à partir de cette zone douanière de Niangologo. C'est grâce à la douane que nous aussi on échange. Voilà, on paye nos marchandises au Burkina et puis en Côte d'Ivoire, mais on vend sur les frontières. Parce que comme c'est une zone frontière, bon, en tout cas, ça marche en tout cas. En plus d'offrir de l'emploi à la population selon les autorités, les trafics routiers apportent des devises à la commune de Niangologo. Par rapport au trafic, nous avons une barrière où nous collectons la taxe de stationnement. Elle est liée au trafic des véhicules, pas des humains. Pour dire que tout véhicule qui traverse la barrière, qui stationne, paye une taxe. En moyenne, ce sont 20 millions de francs CFA que la commune de Niangologo engrange par an rien que dans la collecte des taxes de stationnement. Autre trafic aurait pu aussi apporter des devises à cette commune, les gares ferroviaires. Seulement depuis quelques années, elles sont presque toutes fermées. La voie n'est pas pour le gouvernement burkinabé, c'est vrai. Mais que les décideurs, ce soit des deux pays ou avec le Niger qui était inclus au niveau de l'ARAN, en tout cas, ils puissent tout faire pour que ce que cette voie apportait aux populations, ça puisse se poursuivre. Avec le 7e TAC, le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire et dont les travaux se déroulent en ce moment à Yamoussoukro, les populations de Niangologo espèrent une oreille attentive des autorités, notamment sur cette question de la réhabilitation de la voie ferrée qui traverse leur commune. Les échanges commerciaux sont en effet un moyen efficace pour favoriser l'intégration entre les peuples. C'est du reste une conviction partagée au sein de l'UMOA. La Commission de l'Union s'entoure de l'Union européenne et du Centre de commerce international pour accélérer la dynamique de l'intégration à travers la facilitation des échanges commerciaux. Un atelier régional sur le concept est en cours dans la capitale burkinabé. Les Échos avec Yacouba Gamene et Moumouni Soubeiga. C'est une rencontre qui matérialise l'engagement des pays membres de l'UMOA à aller vers l'intégration régionale. Et pour réaliser cette intégration, l'UMOA, l'Union européenne et le Centre de commerce international ont opté de mettre l'accent sur la facilitation des échanges commerciaux. La facilitation des échanges a fait l'objet au niveau de la Commission d'un programme régional de facilitation des échanges. Et en dehors de ça, au niveau international, l'OMC a mis en place un accord, l'accord de facilitation des échanges à Bali, et il revient aux États membres de mettre en œuvre cet accord. L'initiative de facilitation des échanges commerciaux entre dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité du commerce et à l'intégration régionale des pays membres de l'UMOA, un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Centre de commerce international. Il va falloir accompagner l'ensemble des pays
pour qu'il passe du papier à l'électronique. Et je pense que sur ce terrain, il y a encore énormément de choses à faire, que ce soit de l'ordre des infrastructures et de l'équipement, mais aussi de transformer l'état d'esprit à la fois des officiels au sein des administrations au cordon douanier, mais aussi du secteur privé pour qu'ils rentrent dans cette logique de transparence, d'efficacité du numérique. La rencontre a démarré avec un panel sur le numérique au service de la facilitation des échanges. Elle prévoit également des présentations du rapport de surveillance commerciale 2017 des pays membres de l'UEMOA et du mécanisme régional d'alerte des obstacles au commerce. L'intégration entre les peuples, c'est aussi ce qui a conduit à la création de la tranche commune entente. L'organisation tournante de ce tirage échoua cette année au Burkina Faso, qui compte réussir le pari. Avis donc aux chanceux, c'est parti depuis ce 24 juillet pour le tirage et rendez-vous vendredi prochain pour les résultats. Gérard Sommet, Maxime Zongo. Des lots allant de 2 à 10 millions de francs CFA, voilà la fortune attendue par les parieurs. Pour que ce tirage soit une réussite totale, les experts s'étaient retrouvés hier à Ouagadougou afin de passer en revue tout le processus. Ce matin, c'était donc au tour des directeurs généraux de procéder au lancement officiel de l'édition 2018. Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices aux nations entières. Ainsi, à chaque tirage, une infrastructure communautaire est inaugurée au profit des populations. Lorsque vous achetez un ticket donc, de loterie, que vous soyez gagnant ou non gagnant, vous participez donc d'une manière ou d'une autre à l'édification donc des investissements socio-économiques pour le bénéfice donc de l'ensemble des populations, pour le compte donc de la sous-région. À chaque édition, les loteries décident de faire une œuvre communautaire. Je pense que dans la journée de demain, nous allons, de vendredi, pardon, nous allons inaugurer cette œuvre communautaire qui est un lieu choisi par la LONABE, conjointement avec toutes les loteries des pays membres du Conseil de l'Entente. La tranche commune entente qui marque cette année sa 24e édition a été créée en 1970 à Niamey par les chefs d'État du Conseil de l'Entente pour, dit-on, favoriser le développement par la solidarité. L'organisation de la tranche commune entente est tournante et c'est le Burkina qui accueille le tirage cette année. Les jours passent et se ressemblent au tribunal militaire. Les interrogatoires se poursuivent et ce mardi, le caporal Timboué Touendamba, le soldat de première classe Samuel Koulibaly et le soldat Mado Zongo ont comparu à la barre. Deux d'entre eux reconnaissent avoir effectué des missions à Zorgo et à Ouagadougou tout en affirmant avoir exécuté des ordres militaires. Raman Guéné pour le compte-rendu d'audience. Le matin du 16 septembre, le caporal Touemboué Touendamba était dans le cortège du président de la transition. Le lendemain, il se retrouve dans l'escorte du général Guenguéré. Pourquoi ce revirement? Le caporal s'explique. Il s'était retiré avec ses collègues conducteurs dans la salle d'attente quand le président est rentré pour le conseil des ministres. Soudain, un groupe de soldats entre, les mettent à joue, les désarment et les enferment à clé. Peu après, l'adjudant-chef Rambo fait ouvrir la porte et leur demande de conduire les autorités arrêtées dans leur salle de détention. Le lendemain 17 septembre, une défaillance survient dans l'escorte du général Guenguéré. C'est ainsi que le caporal Touemboué, autrefois conducteur dans le cortège du président Kafando, devient conducteur dans l'escorte du général Guenguéré. Mais le caporal n'a rien trouvé d'anormal et plaide non coupable. Une attitude décriée par le parquet et les avocats de la partie civile qui trouvent qu'il s'agit d'une complicité manifeste du caporal avec les putschistes. À son tour à la barre, Samuel Koulibaly dit avoir pris la crise en cours. Le soldat de première classe était encore à Nouna au chevet de son enfant malade jusqu'au 17 septembre. À l'épuisement de son autorisation d'absence, il revient sur Ouagadougou et rejoint le camp. Le 18 septembre, il entre alors en jeu sous les ordres du sergent-chef Ali Sanou. Il conduit celui-ci avec d'autres soldats pour la mission de Zorgo à la radio Lafi, une mission qui a consisté à la destruction de la radio selon le parquet. Mais le soldat Koulibaly reste ferme. Il n'y a que le chef Sanou qui sait ce qu'il allait faire à la radio. Lui, n'ayant pas quitté son volant tout au long de la mission, n'en sait rien. Un jour après, soit le 19 septembre, Samuel Koulibaly apprend qu'il s'agissait d'un coup d'État. Pourtant, selon le parquet, dans son interrogatoire au fond, le soldat avait affirmé avoir effectué des patrouilles jusqu'à la résidence du ministre Simon Compaoré durant le règne du CND.
Mais à la barre, le soldat rejette en bloc cette déclaration. Le sergent-chef Médard Boué, lui, a vu son interrogatoire suspendu à cause d'un incident. Il partage le même avocat avec le major Badiel. Pourtant, dans cette déclaration, le major a eu à le menacer de rejoindre la troupe pour soutenir le forfait. Pour le tribunal, il risque d'avoir un conflit d'intérêts entre les deux accusés, défendus par un même conseil. Il suspend alors l'interrogatoire de Médard Boué pour qu'il revoie sa défense. Le soldat Amadou Zongo est alors appelé à la barre. Il affirme avoir pris la garde au camp jusqu'au 17 septembre. Après sa garde, il a effectué avec le groupe du sergent-chef Ali Sanou une tournée en ville, mais refuse qu'on assimile cette sortie à une patrouille. Le 18 septembre, avec la même équipe, il a participé à la mission de la radio La Fille de Zorgo, sans pour autant poser un acte quelconque. Son interrogatoire se poursuit ce mercredi à la barre. On en vient à cette actualité, le démantèlement d'un réseau de présumés braqueurs. Les membres se sont spécialisés dans les attaques à main armée et sont également poursuivis pour le meurtre de l'assistant de police Stéphane Thiem Touré à Ouagadougou dans la nuit du 23 au 24 mai dernier. La brigade de recherche et d'intervention du service régional de la police judiciaire de Ouagadougou a livré les détails de l'enquête ce matin. Le compte-rendu avec Siedi Larien et Oumar Zombré. Fin de cavale pour les présumés assassins de l'assistant de police Stéphane Thiem Touré, tué dans la nuit du 23 mai dernier à Ouagadougou, au quartier Saint-Yiri. C'était au cours d'une opération de contrôle. Ces hommes, tous membres du même réseau de braqueurs professionnels, sont des repris de justice. Ils ont à leur actif un meurtre et plusieurs braquages à Ouagadougou et environ. Dans la nuit du 23 mai 2008, aux environs de 21h, c'était le sieur Ilboudo Ismaël, comptable domicilié à Bargo, victime de braquage perpétré par cette bande à son domicile, où ils ont emporté 2 sacs à main, un sac à dos et 4 téléphones portables. Dans la nuit du 23 mai, ça veut dire quand ils ont fini juste de braquer de l'autre côté, et là c'était les assistants de police Thiem Touré, Stéphane et son collègue, tous de l'UP, qui ont été agressés par cette bande-là à Saint-Yiri, agression qui a malheureusement conduit à la mort de notre collègue Thiem Touré Stéphane. Dans la nuit du 23 février 2014, c'était le tour du sieur Ouedraogo Noufou, commerçant domicilié au secteur 16, qui a été victime de braquage perpétré par cette bande à son domicile. Une somme de 100 millions et 14 kilos d'or d'une valeur de 300 millions, 7 téléphones portables et un pistolet automatique de marque Fatis ont été emportés. Très organisés, tous les membres du groupe possédaient des pistolets automatiques, des armes qu'ils dissimulaient en complicité avec ces femmes. Voici en image les pistolets et butins saisis par les enquêteurs de la police. Et selon le chef du service régional de la police judiciaire, ils n'hésitaient pas à faire feu sur leurs victimes en fonction du degré de résistance. Cette arrestation est saluée par les victimes. Nous sommes très contents de cette arrestation et encouragent les policiers. Ce que nous voulions savoir, c'est pourquoi ils ont ôté la vie de Stéphane. Mais les policiers nous ont dit que les bandits ont ouvert le feu parce qu'ils ont été surpris lors du contrôle de police. Depuis 2014, et sans mentir, nous on rend grâce à Dieu aujourd'hui d'avoir appris que ces délinquants ont été arrêtés. Notre sentiment principal, c'est la satisfaction. Le chef du gang est actuellement en fuite dans un pays voisin. En attendant de mettre la main sur lui, ses présumés auteurs et leurs complices seront envoyés devant le procureur pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Dans la suite de ce journal, la transformation du mung bean, désormais une réalité. La légumineuse chère au larlé nabat tigré est aussi à la base d'une création d'emplois multiples. Une minoterie, une unité d'ensachage et une boulangerie ont été inaugurées ce matin à Kosogo, dans l'enceinte même de Belwet Industries. Les détails avec Jean-Eudes Bayala et Aruna Marie. 3 nouvelles unités pour transformer le mung bean à Belwet Industries. Une unité d'ensachage de mung bean, une minoterie et une boulangerie pain tigré. Ces 3 réalisations sont du promoteur du mung bean, le Larlé Nabat Tigré. Comme a dit Auguste Comte, le travail
c'est la transformation intelligente de l'environnement. Et c'est cette transformation intelligente vraiment de l'agriculture qui va donner les moyens à tout le monde de lutter contre la pauvreté, à lutter contre le chômage, à améliorer notre produit intérieur brut, à faire en sorte qu'au Burkina Faso, il fasse mieux vivre et qu'on soit dans une sécurité durable. L'unité dans sa charge et la minoterie ont chacune une capacité de production de 40 tonnes par jour. La boulangerie, elle, produit 7000 pains en 12 heures. Du pain béni pour les acteurs de la filière, selon le parrain et la Banque de l'Union qui a soutenu le projet. 300 emplois qui seront créés directs, sans compter les emplois indirects qui vont être faits. En gros, à peu près 1500 emplois directs qui vont être créés. Mais également, en plus de la création d'emplois, il y a des richesses. Parce qu'aujourd'hui, les revenus qui vont être distribués vont être réinjectés dans l'économie, donc pour paiement des impôts, pour paiement d'autres opérateurs économiques, et également, pourquoi pas, pour les banques également. C'est une œuvre gigantesque que nous devons, nous tous, accompagner. Et comme on l'a si bien dit durant toute la cérémonie, c'est un produit bio, donc qui va aider, bien sûr, n'est-ce pas, nos populations. Pour le promoteur, les vertus du mangue bin ne sont plus à démontrer et consommer bio est gage d'une alimentation saine. L'agro-businessman en trouvera également dans les semaines à venir la production du thé à base de moringa. La préservation de l'environnement est l'une des valeurs prônées par la culture du Mungbin. C'est aussi tout l'enjeu d'un forum ouvert ce matin à Ouagadougou. L'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel compte sur les OSC pour accélérer sa mise en œuvre. Ces organisations de la société civile viennent de divers horizons avec l'engagement de faire aboutir le projet. Pawandrogo Jean Zongo et Nyar Kiteda nous en disent plus. Ils sont venus d'horizons divers à travers l'Afrique et l'Europe, mais avec un objectif commun. Accélérer la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte. Bien souvent, on me demande au Burkina, est-ce que la muraille a commencé? Non, il ne s'agit pas d'une plantation systématique d'arbres, mais beaucoup plus la mise en place de projets intégrés, une mosaïque d'intervention pour des pôles ruraux de développement. Et aujourd'hui, nous avons des expériences sur le terrain, notamment au nord du pays, avec des programmes tels que Action contre la désertification financé par la FAO, le programme de renforcement des capacités, le programme Fleuve. Alors tous ces projets contribuent à récupérer des terres dégradées. Pour y arriver, il faut associer l'ensemble des acteurs, les OSC notamment. Et c'est tout l'enjeu du présent forum, créer une synergie d'action. Ces actions en question doivent permettre de relier les secteurs et les acteurs. Il faut dire déjà que ce forum nous donne l'opportunité de montrer en fait la complémentarité qu'il y a entre les actions de l'initiative Grande Muraille Verte et puis les actions de la société civile qui vient en appui à tout ce qui se fait sur le terrain. Nous avons en fait des expériences à partager à travers les OSC présentes au niveau de ce forum. La cinquantaine d'OSC issus d'Algérie, de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad, du Cameroun, de la France et de la Belgique vont dorénavant s'approprier l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Et après 72 heures d'échange, les participants vont engager un plan à moyen et long terme de développement intégré des zones arides. La réussite de cette initiative passe également par une maîtrise des espaces. L'accroissement des villes au Burkina veut être maîtrisé, ainsi que la démographie par le département de l'urbanisme et de l'habitat. Une rencontre d'experts s'est ouverte à Ouagadougou pour amender les indicateurs de l'Observatoire urbain national. Précision avec Oscar Soulama et Abdoul Rasmadezongo. En 10 ans, le taux d'accroissement des villes au Burkina Faso est passé de 22,7% en 2006 à 31,5% en 2016, selon l'Observatoire urbain national du Burkina Faso. De ce fait, ce taux engendre d'énormes défis à relever et face à cela, les acteurs du domaine élaborent ici un indicateur urbain, un outil censé permettre d'évaluer l'accroissement des villes et de prendre des décisions. C'est un important outil qui sera mis en place et dont la mise en œuvre
a suivi un processus participatif pourra renseigner sur des questions importantes telles que la dynamique démographique, comment la population évolue, l'accès aux besoins sociaux de base. Pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut de bonnes informations. Donc le rôle de cet observatoire-là sera de faire une sorte de synthèse de l'ensemble de ces indicateurs-là et de les mettre à la disposition des décideurs. À l'issue des travaux, les participants doivent valider un document cohérent. Ce document sera désormais un canal par lequel le ministère en charge de l'urbanisme et les municipalités pourront se servir pour orienter leurs actions de développement des villes. C'est la fin du camp Yenenga organisé par la Fondation Touarez. Des guerrières formées en art oratoire, cuisine ou encore en caméra repartent outillées de ce camp qui a duré 2 semaines. Les participantes sont issues de couches défavorisées avec la particularité d'avoir brillé tout au long de l'année scolaire. Nong Bakuda, Nathalie Sawadogo nous les présente. Après une année de dur labeur où elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour avoir de bons résultats scolaires, ces jeunes filles vulnérables ont reçu en guise de cadeau des formations dans divers secteurs d'activité. Il y a eu plusieurs activités que nous avons organisées, notamment des formations en art oratoire, en teinture, en cuisine santé, pas mal d'activités à la fois ludiques, mais aussi qui leur permettent d'obtenir des compétences. Elles sont 105 filles vulnérables parrainées par la Fondation Touarez. Elles bénéficient d'un appui financier et matériel. Elles reçoivent aussi un encadrement psychosocial et de la sensibilisation en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous voyons toujours un grand épanouissement, une grande joie des filles, qu'elles puissent participer. Mais nous voyons aussi un développement. Je n'ai jamais vu, comme aujourd'hui, une telle capacité rhétorique des filles comme nous l'avons vu aujourd'hui. L'autoconfiance des filles a vraiment développé et j'en suis. La Fondation Touarez est présente au Burkina Faso depuis 2012. Elle a parrainé de nos jours près de 9000 filles vulnérables à travers 4 établissements secondaires. Pour elles, les filles ont les mêmes potentiels que les garçons, pour peu qu'on leur donne la chance d'avoir une éducation pour développer leurs capacités. Dans l'actualité hors de nos frontières, la 22e conférence internationale sur le sida s'est ouverte ce lundi à Amsterdam par une marche. Le VIH n'est pas un crime. Voici ce que scandaient les participants pour donner le ton d'une semaine d'échange sur la lutte menée contre l'épidémie. Les victoires engrangées ne doivent pas occulter le mal profond de cette lutte, la baisse des financements. Non, les années sida, comme on dit, ne sont pas derrière nous. La bataille n'est pas finie. C'est le message qu'ont voulu transmettre des milliers de personnes qui ont défilé à Amsterdam, aux Pays-Bas. La conférence internationale contre le sida s'y tient jusqu'à vendredi. Dans son discours d'ouverture, la présidente a insisté sur les difficultés rencontrées par les femmes pour vivre avec le VIH. Assez de femmes et de filles qui n'ont pas accès aux services de base en raison de la honte ou des tabous ou du manque d'accès à l'éducation ou bien parce que ce sont les hommes qui fixent les règles. Plus de prévention et plus d'argent, c'est l'exigence que vont marteler les experts, faute de quoi l'épidémie pourrait devenir hors de contrôle malgré les progrès enregistrés ces dernières années. Parmi les invités de marque, le prince Harry ou le chanteur Elton John, les organisateurs espèrent capitaliser sur leur célébrité pour relancer une lutte parfois en perte de vitesse, notamment en Afrique. C'est un été meurtrier qui se passe en Grèce. Au moins 50 personnes ont perdu la vie dans de violents incendies qui ravagent les alentours d'Athènes. Les flammes ont surpris les habitants et certains ont eu la vie sauve en se jetant dans la mer.
La Grèce, sans proie à de violents incendies, les plus graves de la décennie, a ravagé le pays. Le bilan humain s'alourdit, il s'élèverait à au moins 50 morts et à plus de 150 blessés d'après les secours, un chiffre confirmé par le vice-président de la région. Des victimes piégées par les flammes qui ont rapidement dévasté le village de Mati à l'est d'Athènes, parfois en tentant de prendre la fuite en voiture ou par la mer. Heureusement qu'il y avait la mer. Nous sommes entrés dans l'eau parce que les flammes nous poursuivaient jusqu'au rivage. Ça nous a brûlé le dos et on a dû plonger. On aurait dit Pompéi. Que dire? C'est derrière nous, nous sommes vivants. C'est tout ce qui compte. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a interrompu sa visite en Bosnie pour gérer cette situation de crise. C'est un moment difficile pour l'Attique et une nuit difficile pour la Grèce. Actuellement, plus de 600 pompiers, hommes et femmes, sont mobilisés sur 3 grands fronts. Les incendies restent hors de contrôle à plusieurs endroits. Des centaines de maisons ont été détruites et les principaux axes routiers sont devenus inaccessibles. L'armée a été appelée en renfort et les habitants ont reçu la consigne de quitter leur maison. Si la Grèce est régulièrement confrontée aux flammes, un hiver particulièrement sec a créé un terrain propice à la propagation de ces feux d'une rare intensité et dont les causes restent à définir. Le 7e TAC en cours à Yamoussoukro, le RENLA qui tire la sonnette d'alarme, mais aussi l'affaire Canis sont autant de sujets lus dans les quotidiens du jour. Voici une lecture croisée que nous propose Abdoul Rasmane Zongo. Depuis avril 2017, il était submergé dans une ténébreuse affaire judiciaire. Il pousse maintenant un ouf de soulagement, mieux, il gagne même une victoire judiciaire. Tente ainsi au Burkina Faso de reconstituer les faits. Il, c'est l'homme d'affaires Kanazwe Inusa, blanchi hier par la justice burkinabé, qui a prononcé un non-lieu dans la dite affaire. Aussi, la justice a ordonné la restitution de la caution de 700 millions de nos francs, versée en son temps par le PDG de Canis International, au bénéfice de sa liberté provisoire, ainsi que celle de ses proches collaborateurs, interpellés au cours de la même affaire. Amitié et coopération ivoiro-burkinabé publie Sidoya, les experts balisent le terrain. Hier à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, commente le journal, s'est ouverte une réunion préparatoire en attendant la tenue de la 7e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération par les 2 chefs d'État respectifs ce 27 juillet. Au chapitre de la corruption, soupire le pays, le RELAC tire encore le signal d'alarme et les populations crient toujours leur ras-le-bol. Les années se suivent et se ressemblent, s'attristent un citoyen. Les mauvais élèves s'accrochent toujours à leur grade de médiocrité dans le peloton de la corruption. Parlant de corruption, révèlent les éditions Le Pays, un citoyen exige un audit de la gestion du maire dans la commune de Yargatanga, où un scandale financier aurait eu lieu. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.